belle ligne d'urine. Elle se prolonge ici. Et elle se coupe là. Ça, c'est symbole de changement. Sans grande importance, un changement de mec peut-être. Ah, et là, on voit très nettement le virage à droite. C'est toujours mauvais signe, les virages à droite. Et là, plein de petits points. Ah, ça, c'est peut-être mes problèmes de pause pipi. Oh, excusez-moi, j'étais à mon auto-séance de coaching en urinographie sur sable. Parce qu'en ce moment, j'ai besoin de me recentrer, toute cette pression sur ma vessie. Oula, je me suis un peu égarée. Pardon. Non mais parce que quand même, si on récapitule les 3 épisodes précédents, il y a de quoi être un peu... Faire pipi pour une bonne partie d'entre nous, c'est synonyme d'attente, de charge mentale, de rétention. En gros, un moment prise de tête, relou, chiant. Alors que la miction, ça devrait être un acte agréable. D'ailleurs, on dit bien avoir envie de faire pipi. En Allemagne, on dit besoin, en France, on dit envie. C'est joli d'ailleurs. D'avoir envie, c'est quelque chose aussi qui après produit une satisfaction. Ça devrait être un moment pour soi. J'adore passer du temps dans mes chiottes, quoi. Je me sens seule déjà. Dans une pièce à soi. J'adore avoir des bouquins dans mes chiottes. J'ai des photos de gens que je surkiffe dans mes chiottes. C'est le seul endroit où on peut pas vraiment te déranger. Alors comment fait-on pour ne plus subir ces règles tacites, ces normes explicites, ces injonctions qui nous parasitent, pour mener dans l'espace public et dans la sphère intime une réelle lutte des places? Je trouve que les chiottes, c'est là où tu vois les gens qui sont privilégiés ou pas. T'as accès à un espace où tu peux aller pisser quand tu veux. Une seule solution, la transgression. Transgresser l'ordre établi. Oula, ça rigole pas dit comme ça, hein. Et attention quand même, faut être bien préparé, ça peut coûter un bras. Ou un œil. Parce que qui dit transgression dit répression. Mais peut dire aussi progression, évolution, amélioration. Revenons un peu en arrière. Ah non, je vais pas reprendre toute l'histoire des luttes sociales. On va juste revenir au début de cette série. On a pu constater en effet qu'uriner est le syndrome d'une société genrée basée sur un... En gros, les urinoirs, c'est nul. C'est eux qui entassent la merde. Alors justement, non. Oui, je sais. C'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Dans l'histoire sexuelle homosexuelle, les Vespasiennes, les chiottes publiques, sont majeures. Parce que les pissotières n'ont pas été que ces lieux de domination. Elles ont aussi été lieux de rencontre, de plaisir, de jouissance et de désobéissance. Mon travail à moi donne de la visibilité aux minorités sexuelles et aux pratiques fétichistes et aux choses en marge. Alors les pissotières, elles avaient tout pour me plaire. Et donc détourner cet aspect patriarcal, détourner du droit chemin, ces édicules par ces gens dont on a toujours dit qu'ils étaient lâches, j'ai trouvé que c'était héroïque à une époque où c'était interdit de se rencontrer, d'oser braver l'interdit. Alors, la question que j'ai envie et qu'il me fait très plaisir de poser, c'est: est-ce que transgresser, c'est se libérer? Pause pipi, une série de Julie Ozou, réalisée par Annabelle Brouard. Épisode 4, Peace and Love. Bien sûr, l'homosexualité était interdite jusqu'en 1981. Les gens n'avaient pas le droit d'être ce qu'ils étaient. Donc pour se rencontrer, eh bien, il fallait que ça soit clos, secret. Marc Martin est photographe. Il a publié un très bel ouvrage de photos et de collectage qui s'appelle « Les tasses, toilettes publiques, affaires privées ». Une tasse, c'est un mot d'argot qu'on a complètement oublié aujourd'hui et qui signifiait draguer dans les pissotières. Peut-être dû à leur architecture. Dans les années 1900, les Vespasiennes ressemblaient à une sorte de théière, peut-être. Ce qui est étonnant parce qu'aux États-Unis, on appelait aussi cheerwarming, le fait de draguer dans les pissotières, et elles n'avaient pas du tout cet aspect-là. Elles étaient souterraines. C'est un vrai travail d'historien qu'il a entrepris. Et ces lieux, donc, exclusivement masculins, où les gens pouvaient entrer avec un alibi du besoin naturel, permettait, oui, les rencontres et tous les débordements qui vont autour, puisqu'on était autorisé à avoir son sexe entre les mains, et qu'entre garçons, eh bien, il y a des signes extérieurs qui font que quand le désir est là, il se manifeste. Dans mon adolescence un peu plus grand, tu vois, 15-16... Nicolas, c'est lui qui déteste les urinoirs dans le premier épisode. Pourtant... Le lieu de rencontre que j'ai trouvé, en tout cas, et qui probablement était le seul de toute manière, c'était dans les chiottes publiques, évidemment. Les petits mots, les petits machins... Et c'est d'ailleurs par ces petits mots écrits que j'ai compris que peut-être je devrais y aller. Et puis c'est comme ça que ça se faisait. Un lieu clos,
dans la ville, ouvert 24 heures sur 24, où tout le monde pouvait se rencontrer, toutes les classes, tous les âges. C'était un endroit qui permettait effectivement un brassage social inédit à l'époque. Et la bourgeoisie allait s'encanailler dans les quartiers populaires avec le désir à la main. J'imagine que Grindr a dû mettre un coup de... Mais je suis même pas sûr parce que je pense aux vieux, ou aux moches, ou tous ceux qui... Non mais c'est... Et je le dis avec beaucoup de respect, mais à toutes les personnes qui effectivement sur des applications de rencontres où tu colles pas à tous les critères de machin, et nanana, et nanana, et nanana, bah tu tombes dans une marginalité. Au passage, on peut se demander comment faisait la communauté lesbienne pour se rencontrer. Inconsciemment, on sait que c'est un lieu presque protégé. Et il y a même des toilettes publiques qui sont repérées, en tout cas par nous, où on sait que c'est, entre guillemets, chez nous. Ça revient à ce qu'on disait au début sur les angles morts. La société n'a pas son nez à mettre dedans. Ouais, enfin, c'est quand ça l'arrange qu'elle ferme les yeux. Parce que sinon, elle y fourre son nez et ça matraque. Aux archives de la police, les rapports étaient effrayants. C'est étrange, cet homme a l'air normal, il a une bonne situation, il n'est pas efféminé. C'est accablant de bêtises. Ça a ruiné des carrières, parce qu'évidemment, les arrestations étaient publiques aussi, faut pas oublier. Tiens, l'anagramme d'uriner, c'est ruiné. Intéressant. L'intérêt aussi pour ces gens de se dire que, mon Dieu, on va risquer notre carrière, notre vie, parce que souvent c'était des hommes mariés, on se mariait à l'époque. Vous voyez, il y avait vraiment beaucoup de dangers autour de quelque chose qui peut paraître aujourd'hui comme quelque chose de juste dégoûtant, salace, etc. Mais pas seulement. Et celui d'urine, c'est nuire. Nuire aux minorités, nuire aux personnes qui ne sont pas dans la norme. Allez, le robinet est ouvert, on continue à faire un peu de linguistique ? Étymologiquement, transgresser, ça veut dire franchir pour parvenir au-delà. Un glory hole, c'est un trou qui existait entre les cloisons des cabines et qui est apparu à la fin du 19e siècle. Et donc, c'était un moyen de communiquer entre les cabines et de ne pas être pris par la police qui attendait, une fois qu'on ouvre, elle ne pouvait rien faire quand les deux personnes sortaient séparément. C'était une action de résistance à la police. Transgresser pour avancer ou contourner pour exister. Dans La recherche du temps perdu, Marcel Proust en parle, Oscar Wilde en parle aussi. Proust, qu'on a toujours considéré comme le dandy de service, était aussi quelqu'un qui s'intéressait au plaisir interlope. Et je pense qu'il avait une passion pour le pipi. Il faut le lire entre les lignes. En tout cas, le personnage de Charlus, dont les spécialistes disent qu'il est un miroir du grand Proust, eh bien, il traînait des heures entières dans les pissotières à la place au milieu. Et la place au milieu, à l'époque, c'était la fameuse place où on pouvait, dans le quotidien, tendre sa main à droite et à gauche. Donc, c'était des pissotières à 3 places où la place du milieu était la plus courtisée par les gens qui venaient pour le besoin, on va dire, ludique, plus que pour le besoin pressant. Le plaisir est une chose un peu mystique et qui appartient à chacun. Et si on allait tremper notre biscuit ailleurs, au sens propre ? Les soupeurs. Enfin, propre. C'était une pratique qui consistait à mettre du pain dans les urinoirs, qui venaient les récupérer quand ils étaient imbibés et qui se seraient délectés de leur nectar. Attention, public sensible. Là, on rentre dans le dur, si je peux me permettre. Dans le pain dur. Ou plutôt mou, enfin bref. En tout cas, dans la littérature, Céline en parle, Jean Genet en parle, ça a bien dû exister. On a tous nos petits péchés, pas toujours mignons, mais qui sommes-nous pour juger ? Ça se trouve, ils sont très bons, ces croutons. Mais alors, la Madeleine de Proust ? La Madeleine de Proust, je pense qu'il faut lui laisser son mystère. Non, promis, je dirai rien. Sans aller jusqu'aux extrêmes, j'ose croire qu'on est quand même beaucoup à kiffer la base du plaisir de miction. Je sais pas, par exemple, uriner dans la mer. C'était agréable en fait, du coup ça faisait une vague de chaleur en plus, j'étais là, c'est chaud. Alors même qu'il y a du monde autour. Et je parle pas de la piscine, Apprécier les quelques gouttes dans sa culotte suite à un irrésistible fou rire. Des fois je sens bien que quand je rigole ça peut partir. Sentir le flux couler sous sa douche. C'est quand même une golden shower perso. C'est pas un petit sujet. Je pense qu'il y a clairement un truc de satisfaction et c'est pour ça qu'il y a des gens, ils sont dans le dégoût. Il y a un côté pleasure qui est pas du tout assumé, quoi. Il y a un tabou autour du faire pipi, autour de l'odeur que ça peut avoir, de ce que ça représente dans l'imaginaire. Et si on détourne un petit peu, si on change l'angle de vue, c'est quelque chose de beau, c'est d'être en vie. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la miction,
c'est jouissif. Point barre. Bah, c'est le début. Eh oui. Si on détourne la fonction initiale des WC, pourquoi on ne détournerait pas aussi celle d'uriner ? Pour être mieux dans votre corps et dans votre esprit, nous avons pour vous une solution naturelle et bienveillante. La Maroli. Ouvrez vos chakras et votre vessie. Problèmes dermatologiques, otite, conjonctivite, gingivite, douleurs articulaires, musculaires, problèmes de transit, fatigue chronique, gueule de bois, troubles du cycle menstruel. Buvez simplement un verre de votre or corporel. Ah non, c'est pas du tout à ça que je pensais. Et petite précision, mais pas des moindres, l'urinothérapie est identifiée comme dérive sectaire par la Miviludes. Et la Miviludes, c'est pas un centre de bien-être. C'est la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Franchement, si vraiment vous avez envie de boire de l'urine, de partager, de faire un don de vous ou de recevoir des autres et de la vie, j'ai une proposition un peu plus collective. Ça marche à partir de 2. Il y a un type qui était célèbre pour être là depuis des années et tout ça, qui se mettait entre les urinoirs et qui demandait qu'on lui pisse dans la bouche. Le gars était heureux comme tout dès que quelqu'un lui pissait dessus. Enfin, dedans même. Et ça, c'est quand même, je pense, un drôle d'endroit pour faire pipi. La bouche de quelqu'un. La sexualité fait partie de la vie et c'est pas du tout sale ni dénigrant que d'avoir les pulsions qui vous guident. Je trouve ça très beau. Pour un plaisir créatif et ludique, une large gamme de pratiques. Urophilie, urolanie, ondinisme, homoragie, DL, ABDL. L'univers est vaste pour qui fait preuve d'un peu d'imagination autour de ces sécrétions. Ça fait partie aussi des pratiques sexuelles, effectivement, de se faire pisser dessus, dedans, tout ça. Voilà. Et les pratiques sexuelles liées à l'urine sont beaucoup plus répandues qu'on ne le croit. Moi, j'irais jusqu'à dire que c'est tabou. Sexualité déviante, anormale, perverse, pathologique. Pour tout objet ou pratique suspecte, Appelez la police du conformisme. J'ai un pote qui m'a dit, dans un rapport sexuel avec un autre mec, il était en train de se faire sodomiser et le mec lui a pissé à l'intérieur de lui. Et il a senti, et apparemment, il s'est surpris lui-même à éprouver du plaisir. Et il m'a dit, je te jure, on a pissé dans moi et j'ai kiffé, quoi. C'est toute l'image qu'on s'en fait qui en crée un tabou, qui, s'il l'est levé, ça en devient plus un, en fait. Quand on travaille sur le fétichisme, il y a tout un univers autour de l'urine. Ce sont des jeux, ne sont pas absolument nécessaires à atteindre un plaisir et n'envahissent pas la vie des uns et des autres. Ce sont des coquetteries. Bertrand pratique le BDSM soft. Bondage, discipline, domination, sadisme, masochisme, soumission. Et particulièrement des jeux autour de l'urine. D'après lui, il y a autant de pratiques que de personnes. Les règles sont très très strictes. Des gens relativement assez sérieux, en général. Ça demande une certaine culture, une certaine maîtrise, une certaine maturité. Il y a des règles très très codifiées. Parce qu'on se met en fait dans une position de faiblesse ou on se donne à quelqu'un, il faut que l'autre soit responsable de cette confiance, mais absolument totalement, et qu'on ait les codes pour dire stop, on arrête, parce qu'en fait finalement c'est un jeu de rôle. Ça s'inscrit dans un espace-temps. Le lendemain, quand je te vois, ce sera peut-être moi qui te dominerai, parce que je serai ta chef au travail. Et c'est là où c'est fort, c'est-à-dire que la soumise, c'est elle qui a la maîtrise de dire stop. Et l'autre a l'obligation morale, mentale, légale, d'arrêter, sinon c'est plus du jeu. Sinon c'est plus de la sexualité. Et c'est ça qui est intéressant. Le consentement est au cœur des pratiques et des questionnements BDSM. Et on peut consentir à ne pas consentir. C'est un peu tordu quand même. C'est pas si tordu que ça. C'est vrai que la frontière peut être floue entre subvertir et reproduire. Avoir une sexualité subversive pour affirmer son appartenance à une communauté, repenser les formes de domination, prendre à contre-pied la pathologisation. L'homosexualité l'était il y a encore pas si longtemps. Par contre, si c'est pour dans sa sexualité reproduire, rejouer les normes du patriarcat ou justifier des violences de genre, là c'est problématique. Ça me donne envie de pipi. Mais non, pas de pipi, d'en savoir plus. Il y a des vêtements en rubber, en latex en français, qui gardent la transpiration, qui gardent l'urine, et ça devient des jeux dans des parties organisées aujourd'hui, qui s'appellent des golden showers, où les gens se font pipi dessus. La douche dorée en français. Homme-femme, c'est pas du tout une pratique homosexuelle. Alors, je suis allée sonner chez Zaza.
Et là, j'ai rencontré Karl. Tout ce qui tourne autour de l'urine, on a donc des tenues et des accessoires. Ça sent bon. Chez Zaza, c'est vrai que ça sent bon. Alors attendez, je regarde si j'ai un truc déjà ouvert ici. C'est cosy, Ouais, chaleureux, comme ça. et on s'y sent bien. Pas. Hop. Voilà, coup de chance, on en a un. Donc là, on a un body. Et donc, le body s'ouvre à l'entrejambe grâce à un zip. Et donc, ça permet à la femme d'uriner sur un monsieur. Juste, on se rappelle que tout n'est pas si binaire. Homme ne veut pas forcément dire pénis et vice-versa. Là encore, il y a plein de possibilités qui s'offrent à nous. On est plutôt donc dans une boutique érotique qui a été créée par une femme, qui est Zaza, qui est différente d'un sex shop parce que justement, on va beaucoup s'intéresser à tout ce qui est artistique, culturel. On est aussi très très ouvert à toutes les communautés et à tous les fantasmes, donc le fétichisme, le sadomasochisme, tout ça. On a une particularité, c'est que les visites en boutique se font sur rendez-vous, donc ça nous permet d'isoler les gens les uns des autres. Donc voilà, donc ça crée un climat de confiance. Il n'y a pas de vitrine. Ça permet d'avoir une clientèle féminine et une clientèle de minorité aussi. C'est presque humain, social et un peu politique notre travail, dans le sens où on a envie que tout type de personne, et quelle que soit sa sexualité, elle puisse la vivre, en parler, pas être critiquée, même ceux qui n'en auraient pas à la limite de sexualité ou du mal à en avoir. C'est pour ça qu'on est là. Et dans le couloir, par hasard, je suis tombée sur Zaza. Bien sûr, on vend, mais on vend en accompagnant et en étant intéressé par l'humain. Parce que parfois, il y en a qui découvrent leur sexualité pour ça, mais ils ne la digèrent pas. Mince, j'aime ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ouais. Alors ils nous demandent. Ou alors une attirance pour le pipi, ou j'ai une attirance pour ça, qu'est-ce que ça signifie ? Puis des gens qui n'en ont plus, qui arrivent, qui ont presque 70 ans, des femmes des fois qui arrivent, qui sonnent, je dis « Ah, j'adore !» Moi aussi, j'adore. Et c'est sûr qu'on peut se demander d'où viennent nos fantasmes. Par exemple, Peter est ABDL, Adult Baby Diaper Lover. Ça veut dire qu'il est fétichiste des couches. Il m'a écrit de longs mails remplis de délicatesse. Je me souviens encore de la douce irritation provoquée à chaque pas par ma culotte mouillée sur le haut de mon entrejambe, où je portais machinalement la main droite, tandis que tenant ma main gauche, ma cousine Isabelle, de 10 ans mon aînée, m'entraînait aux courses. Un jour de fin d'été avec son beau sourire et son grand panier. Elle me promit une glace à l'abricot, ma préférée. Au lieu d'avoir ma glace, il se mit à pleuvoir et j'eus toutes les bonnes raisons d'être trempé. Sans faire de psy de comptoir, une chose est sûre, c'est que dans les stades de développement de l'enfant, être propre est un enjeu très fort. Pour les enfants, mais aussi et peut-être surtout pour les parents. L'une des premières injonctions relatives au corps pour parvenir à la maîtrise de soi. C'est soit les petits dans notre société qui se maîtrisent pas leur sphincter, donc voilà, soit les vieux. Et c'est là où le tabou va prendre sa place confortable, encore plus que dans des couches moelleuses, et asseoir les normes. Moi, j'étais propre la journée, mais je faisais pipi la nuit. C'est ça que ça veut dire l'énurésie. Et je pense que j'ai arrêté de faire pipi au lit à 9 ans. Ce qui est quand même assez tard. Précision intéressante, l'énurésie touche majoritairement les petits garçons. Il y a un plaisir de miction qui est là et qui est présent, qui est assumé maintenant. Mais je pense que en fait, c'était aussi un plaisir sexuel. Que c'était comme une première masturbation. Ou après, il y a plein d'interprétations, mais c'est clair que l'énurésie, c'est pas qu'un truc pathologique, neurologique. Ou voilà. Donc des fois, de le pathologiser, c'est ce qui fait que ça dure aussi. Si déjà on l'aborde du côté du plaisir, peut-être ça peut se gérer autrement. Je pense qu'en vrai, j'ai consenti à me retenir. J'ai dû céder sur un certain plaisir qui était plus du tout un plaisir. Je suis rentrée dans la norme, quoi. Et le stop pipi, je crois que ça a été l'apothéose, quoi. Ça a été vraiment le truc où tu te dis, non, mais ça peut pas aller jusque-là. Stop pipi. Une thérapie révolutionnaire. Pour ne plus inonder le plumard, mettez à votre enfant un vibreur dans le slibard. Résultat en 3 mois seulement, pour 279 € seulement. Révolutionnaire ? Torsionnaire, ouais. C'est sûr que si on est prêt à aller jusqu'à mettre au gamin une sonde dans le calbut, on n'est pas prêt à accepter que des adultes kiffent porter et pisser dans des couches pour le plaisir de la culbute. Les adultes, s'ils sont consentants, ils font ce qu'ils veulent, tant que ça nuit ni à eux, ni aux autres. Courrier international, États-Unis. Oxfam a publié un rapport selon lequel des salariés d'abattoirs n'ont pas droit à des pauses pour aller aux toilettes.
Résultat, il leur arrive de faire leurs besoins sur eux pour ne pas perdre leur emploi ou de porter des couches. Ça, c'est nuisible. Le capitalisme humilie chaque jour sans leur consentement des milliers de gens. Et dans cette société du contrôle, on préfère juger et bannir, surveiller et punir, qu'émanciper et jouir. Ça, c'est grave. Et c'est contre ça qu'il faut lutter. Cette contrainte originelle, la première qu'on ait connue, c'est d'apprendre à être propre. Transgresser ça, survenir en fait à l'origine de tout ce qui va nous bloquer après. En fait, c'est reprendre le contrôle en le perdant. C'est pas la bonne morale des sociétés occidentales, c'est moi qui choisis le contrôle que j'ai. Et si je veux le perdre, fuck off, je le perds. Le problème, c'est que les femmes ne sont pas autorisées à perdre le contrôle, sous peine d'hystérie. En même temps, quoi qu'elles fassent, elles sont hystériques, donc bon. Alors parfois, dans la sphère intime on peut, mais dans la sphère publique, ce serait ça, l'ultime transgression, l'ultime subversion. Contrôler sa perte de contrôle en se pissant dessus délibérément dans l'espace public. En tout cas, c'est la proposition de Dora Smek, une artiste brésilienne. Elle propose à des femmes volontaires de se mettre dans la rue, en ligne, les unes à côté des autres, debout, habillées, et quand elles le sentent, en silence, de se laisser aller. Alors moi déjà, marcher quand quelqu'un me regarde, je me sens mal à l'aise. Alors, pisser, non, enfin, Ouais, alors ça va pas être facile de trouver des meufs qui acceptent. C'est pas forcément quelque chose que j'imaginerais. Et même celles qui essaient. Du coup, se faire pipi dessus, ouais, c'est quand même assez dévaloriser son image, quoi. Certaines y arrivent, d'autres pas. Ça me tente moyennement quand même. Il y a encore des étapes à franchir pour s'affranchir. Mais en tout cas, je suis d'accord avec elle. La révolution doit d'abord passer par son propre corps pour pouvoir ensuite passer à un combat social et politique. Perdons le contrôle qu'on nous a imposé. Reprenons le contrôle qu'on nous a confisqué. Alors, moi, je sais pas si je serais capable de me pisser dessus. Par contre... Ah bah ça marche, hein. Faut pas que je mette sur mon jean. Ah. Faut secouer la petite goutte comme vous. Voilà, tu viens de pisser dans la rue. Pour la première fois. Debout, pour la première fois. Merci. Mais on a pas dans les godasses, quoi. Franchement, pas plus que quand tu pisses accroupi, franchement. Il y a toujours une petite goutte sur les godasses. Bon. Soulagée et quelque part libérée, je continuais à déambuler dans la rue en pensant à toutes les personnes qui osent, mais aussi à celles qui n'osent pas, qui se retiennent, qui n'ont pas le choix, qui ne peuvent pas. Celles qu'on empêche, celles qui attendent, qui débordent, à celles qui aiment se montrer, à ceux qui préfèrent se cacher, à celles et ceux qui sont entre les deux, aux pudiques, aux impudiques, aux personnes qui ont des fuites, des cystites, à celles qui font accroupies ou debout, à ceux qui font assis, à celles qui ont un pisse debout, qui l'utilisent ou pas du tout, à celles qui doutent, à ceux qui nettoient la petite goutte, qui rabaissent la lunette, qui font pas à côté de la cuvette, aux personnes qui font dans leur couche, qui font au lit, le jour ou la nuit, par plaisir ou par contrainte, à celles et ceux qui le font pendant l'étreinte, aux grands enfants passage, à celles et ceux qui détournent son usage, à la majorité transparente. Peace and love. arteradio.com